Le Premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga a reçu une délégation de l'association Tapital Pulagou ce mercredi 6 avril 2022 dans les locaux de la primature. La rencontre entre les deux parties a porté sur la situation sociopolitique en général et en particulier sur les cas d'exaction soulignés par les organisations des droits de l'homme contre la population civile Peul du centre du Mali. Conférence de presse du président de la Fédération malienne de football ce jeudi 7 avril 2022 à Radisson Collection. L'objectif était de présenter le bilan de la campagne de qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'était pour vous les titres de ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Mali demande les accusations de l'ONG Human Rights Watch dans un rapport publié mardi. Le groupe de défense des droits de l'homme accuse les forces maliennes et des combattants russes présumés d'avoir tué 300 civils fin mars dans la ville de Moura au centre du Mali. Selon l'état-major malien, ces accusations infondées n'ont d'autre objectif que de tenir l'image des femmes. Dans un communiqué publié mercredi, l'état-major a nié les accusations d'exaction à Moura, non sans expliquer leur action contre le terrorisme. Le porteur de ces informations infondées n'ont d'autre objectif que de tenir l'image des femmes résolument engagées dans la lutte pour la liberté, la sécurité et la protection des populations, déclare le communiqué de l'état-major publié le 5 avril. L'état-major général des armées magnifie le professionnalisme des femmes dans le processus de conduite de cette opération à Moura, notamment dans la phase de collecte des renseignements, l'action majeure aéroportée et aéroterrestre, la gestion des imprévus et l'exfiltration des forces, souligne le document. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga a reçu une délégation de l'association Tapital Pulagou ce mercredi 6 avril 2022 dans les locaux de la primature. La rencontre entre les deux parties a porté sur la situation sociopolitique en général et en particulier sur les cas d'exaction surlignés par les organisations des droits de l'homme contre les populations civiles Peul du centre du Mali. En cours de ces échanges, les deux parties s'engagent à se donner la main pour apaiser la situation pour l'intérêt général du Mali. Suivons les réactions au micro d'Idrissa Sangari. Décider au niveau du gouvernement de 2 à 3 choses. D'abord, expliquer ce qui s'est passé, donner la version du gouvernement. La deuxième chose, c'est d'ouvrir immédiatement une enquête. Et cette fois-ci, nous avons insisté avec le président, il faut que l'enquête aboutisse, qu'il y ait des résultats de l'enquête. Quelques jours, il y a une campagne contre l'armée malienne et contre le gouvernement. Conséquemment à ce qui s'est passé à Moura. Ce qui s'est passé en réalité à Moura, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens d'observation. Avec ces moyens que nous avons neutralisé les nids des terroristes dans la forêt du Ouagadougou. Lorsque les mouvements terroristes ont décidé de transporter le terrorisme au centre du Mali, les premières victimes, toute l'année 2015 jusqu'en début 2016, c'était les notables. Les chefs de village, les chefs religieux. Monsieur le Premier ministre, je vous ai dit qu'il y avait des acteurs armés. Excusez-moi, je vais être long. Il y a un acteur plus dangereux que les terroristes, que les djihadistes. Les personnes en parlent. Ce sont les dozos. Ils ont pignon sur rue. Ils tuent. Il ne se passe pas un jour sans que ces dozos tuent des peuples. Emportent les troupeaux. Au vu, au sud de tout le monde. Oui, nous avons eu le privilège et le bonheur d'avoir été reçus par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec lequel nous avons passé un tour d'horizon très large de l'ensemble des préoccupations de notre pays, en particulier de la question lancinante du centre. Et nous, Tapital Pulagou, élargi à l'ensemble des associations de la Pulagou, nous lui avons exprimé toutes nos préoccupations. Nous avons exprimé notre désir d'être pris en compte dans la recherche de la solution. Parce que nous avons rappelé que nous sommes d'abord et avant tout un outil, un instrument à la disposition de l'État malien et que nous sommes du côté de la République et de l'État
et que par conséquent, notre sens du devoir et de la patrie nous commande de participer à la recherche de solutions chaque fois que l'État est en danger, comme c'est maintenant le cas. Sentiment de joie, sentiment de bonheur et d'avoir été bien entendu. Le Premier ministre nous a attendu une oreille bien attentive. Il a écouté tout ce que nous lui avons dit. Il en a pris bonne note. Il a promis que le cadre ainsi créé va se maintenir et que les contacts seront poursuivis. Et il m'a rassuré qu'à chaque fois que j'aurai besoin de lui, de ne pas hésiter, que les portes resteront ouvertes. Et nous n'hésiterons pas à venir parce que nous pensons que la situation actuelle que le Mali connaît interpelle chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Le Conseil malien des transports routiers, à travers son président, M. Youssouf Traoré, a accordé une interview à l'équipe de reportage de Pinal TV, au cours de laquelle il a évoqué que la hausse des prix de certains produits alimentaires dans les marchés dans ce mois béni de Ramadan n'est pas due au transport, car le prix des transports n'a pas encore connu d'augmentation. Il a répondu aux questions de Fatmata Koudia Koulibaly et Seydina Maïga. Vous savez, quand la sanction est tombée, le secteur du transport s'est automatiquement réuni pour essayer d'organiser les transporteurs afin de faire face aux éventuelles difficultés que nous allons rencontrer. Et suite à cela, il y a quelques jours, le prix des hydrocarbures ont flambé. Je crois que pour qui connaît le transport routier, le carburant dans le coût d'exploitation joue un rôle important. Surtout que c'est une première dans l'histoire, en tout cas depuis que je suis dans le transport, qu'on puisse faire de telles augmentations sur le prix des hydrocarbures. Alors le carburant est passé de 590 à 760 francs le litre de gasoil, soit 160 francs ou 165 francs d'augmentation sur le litre. Alors, je m'en vais vous donner un exemple terre à terre sur le transport voyageur, par exemple. Alors, celui qui doit consommer 20 litres sur un tronçon, il faut multiplier 160 francs par 20. Quand tu multiplies les 160 francs augmentés sur le litre par 20, tu vas trouver tout de suite l'incidence sur le coût d'exploitation du véhicule. Alors, donc cela va nécessiter un réajustement. Pas une augmentation, mais un réajustement. Juste ce qu'on a augmenté sur le transport, c'est de récupérer ça sur l'exploitation du véhicule. Alors, cela peut engendrer, effectivement, des réajustements sur le transport. Mais au moment où je vous parle, et le transport marchandise n'a pas connu d'augmentation. Et c'est connaîtra, bien sûr, dans peut-être quelques jours, parce que nous étions en train de travailler sur les tarifs du transport. Nous avons ici un document qu'on appelle un index d'évaluation des tarifs de transport. Donc, cet index d'évaluation, c'est périodique. Chaque fois qu'il y a une augmentation jusqu'à un certain seuil, on essaie de réévaluer, de voir le coût, de faire changer le calcul de coût d'exploitation des véhicules. Parce que, comme je vous ai dit, le seul poste carburant fait 35% dans le coût d'exploitation des véhicules. Donc il est important, il est capital dans le transport, le carburant. Donc quand le carburant augmente à ce niveau-là, il va forcément nécessiter un réajustement. Sinon, le transporteur aussi ne fera pas de bénéfice. C'est un peu compliqué. Alors, donc nous sommes obligés, enfin, pour ne pas dire qu'on a augmenté, on dit on a réajusté. Juste ce qu'on a augmenté sur le carburant, c'est ce qu'on augmente sur le transport. Et ça sera réparti entre les tonnages ou entre les voyageurs, comme je vous ai indiqué. Donc, quand tu prends 150 voyageurs dans un autocar pour aller à Ségou, donc tu fais le petit calcul. Pour aller à Ségou, vous devez consommer 100 litres par exemple. Donc, si tu multiplies 160 francs par 100, vous allez trouver 26 000 ou 27 000 comme ça,
d'augmentation. Et c'est 27 000, 26 000 francs d'augmentation qu'on doit répartir sur les 50 voies, sur les 50 passagers. Donc ça vous fera peut-être 400 francs ou 500 francs d'augmentation, ce qui n'est pas extraordinaire. Donc c'est comme ça que nous sommes en train de procéder pour vraiment atténuer les effets du carburant sur la population. Donc le transport international voyageurs et le transport international de marchandises, et cela aussi c'est pareil. Aujourd'hui le tonnage est transporté à... Si on répartit justement, comme je vous dis, c'est-à-dire que les simulations que je vous ai expliquées tout à l'heure, c'est la même chose qu'on fait aussi sur le transport de marchandises. Donc si nous devons consommer 1000 litres pour aller à Dakar et revenir, donc vous multipliez les 60 francs par 1000 litres, vous allez trouver l'incidence sur le prix de la marchandise à transporter. Donc le calcul est fait de telle sorte que c'est des règles des calculs arithmétiques, donc c'est le tarif par kilomètre que nous prenons. C'est comme si vous allez dans une boutique pour acheter 10 kg de farine, on vous paye 10 kg. Nous aussi, c'est comme ça. On calcule le transport en fonction du kilométrage, qu'on appelle les TKM, les tarifs par kilomètre. Et si c'est les marchandises, on dit la tonne kilométrique. Si c'est le voyageur, on dit c'est le VKM, le voyageur au kilomètre. Le voyageur au kilomètre, même les taxis, c'est comme ça. Mais les taxis, c'est autre chose. Parce que ça, c'est les courses. C'est la course que tu payes. Ce n'est pas en fait le kilométrage. C'est pourquoi vous avez vu que dans les taxis, on discute. Ça se discute entre toi et les taxis. 2000 francs, non, 1500. Donc, c'est comme ça. C'est la course qui est payée, le taxi. Parce que c'est difficile de faire les calculs de kilométrage parce que le taxi va partout. Mais ceux qui sont dans les lignes, sur les lignes régulières, et qui vont, par exemple, à Sikasso, on sait que Sikasso, Bamako, ça va tant de kilomètres. Donc, le voyageur, il doit payer 5000 francs avant l'augmentation. Maintenant, après l'augmentation, il doit payer 5800 ou 5700 francs. Alors, dans le transport, on essaie toujours d'arrondir. Pour éviter de rembourser 200 francs au voyageur, on arrondit. Et quand on arrondit, en général, c'est les marges que nous laissons. Il peut y avoir encore d'autres augmentations. C'est possible qu'on augmente encore de 10 francs, de 20 sur le litre. Donc, même si on augmentait encore de 10, de 20, de 30 francs sur le litre, nous, on reste dans le prix parce qu'il y a les marges de manœuvre, déjà, que nous avons prévues dans les calculs. Donc, c'est pourquoi vous voyez souvent que le gasoil, ça a commencé de 500 francs, de 540. De 540, il est allé à 560. De 560, il est allé à 570. Jusqu'à 590, on n'a pas augmenté. Mais les gens ne se rendent pas compte. Puisque nous, on ne peut pas suivre l'évolution, l'inflation du carburant. Le carburant peut changer du jour au lendemain, parce que c'est un cours mondial, mais le transport ne peut pas changer tous les jours. C'est pourquoi on laisse toujours des marges de manœuvre. Aujourd'hui, si les transporteurs, Sotraman, en ville, doivent augmenter de 15 francs, d'après le calcul que nous avons, ou de 15 francs, 15, 50, 20 francs, on arrondit à 25 francs. Pour éviter les 10 francs, les 5 francs, les gens ils vont faire des histoires entre 10 francs. Donc, on arrondit. En arrondissant, on laisse toujours des marges de manœuvre. C'est en cas où on prévoit l'augmentation future. Si on augmente, tant mieux, on n'augmentera pas. Si on n'augmente pas, on va rester dans le prix. Et souvent, quand le truc baisse, le prix du carburant baisse jusqu'à un certain niveau, avec la concurrence entre les transporteurs, le prix baisse automatiquement. C'est pourquoi vous vous rendez compte, si vous voulez aller à Kita, vous allez voir une compagnie, il vous prend à 3000, vous allez essayer notre compagnie, c'est 3500, d'autres même disent 2500. Donc ça, c'est le jeu de la concurrence. Mais c'est toujours que le carburant est abordable. En ce moment-là, le prix va baisser de lui-même. À présent, parlons un peu sport. L'hôtel Radisson Collection de Bamako a servi de cadre ce jeudi 7 avril 2022 à la conférence de presse organisée par le comité exécutif de la Fédération malienne de football. L'objectif était de présenter le bilan de la campagne de qualification de la Coupe du Monde Qatar 2020. Pour plus de détails, suivons-le au micro de Kadiatou Guindo et Souleymane Diallo. Cette conférence de presse du comité exécutif de la Fédération malienne de football a été organisée pour faire le bilan de la campagne de qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Animé par le président de la FEMAFOOT, Mamoudou Touré, a fait le récapitulatif de la campagne. Les différentes entités ont travaillé à ce que le Mali puisse se qualifier. On n'a pas obtenu cette qualification.
Mais pour autant, je le dis, il faut qu'on continue à travailler. Il faut qu'on continue à travailler pour asseoir nos ambitions. Nous avons dit autrefois, Magasuba décidait de tout. Vous l'avez ramené simplement au problème de classement. Or, pour nous, ce n'est pas que le classement. La présence du collège, pour ceux qui ont eu la chance de voir l'équipe, et au 26 mars, et à Kavala, ont vu quand même que Fred, Seydou et Bassala étaient là avec eux, l'encadrement. Ils concevaient des choses dans les discussions avec Magasuba. Et le lendemain, ils essayaient de mettre ça en pratique. Modibo l'a dit, encore une fois, je remercie Magasuba, je lui rends hommage. C'est un bon technicien. Comme je l'ai dit, toute équipe qui joue avec le Mali aujourd'hui, en termes de possession, le Mali a la tenue du ballon. Mais offensivement, nous ne marquons pas de but. Donc je pense que le collège qui est venu a beaucoup travaillé avec Magasuba. La mission du collège n'est pas que, comment on appelle ça, le classement ou chose. Non, ça c'est pas sa mission. La mission du collège, c'est analyser l'environnement. Il y a des petits détails pour lesquels aujourd'hui il ne va pas être bien séant de les porter publiquement comme ça, mais sur lequel le collège a attiré notre attention dessus. Parce que nous avons une vision à l'interne du football, alors que le football aujourd'hui a un effet planétaire. Les joueurs, ils connaissent les primes des uns et des autres. Les joueurs, ils évoluent dans les mêmes clubs. Et vous trouverez qu'un Tunisien avec un Malien dans son club, ils savent ce qui est fait. Donc, le collège permet d'amener les joueurs aussi à comprendre que la situation actuelle du Mali ne nous permet pas d'aller au-delà de ça. Donc ça a été des discussions que nous avons eues avec le collège. Et honnêtement parlant, le laps de temps, j'ai vécu 3 ou 4 jours avec eux, mais je vous dis, si nous voulons aider le football malien, aidez-nous à ce que ces anciens internationaux soient aux côtés de l'équipe. Non pas, je le dis, pour jouer le rôle de l'entraîneur, sauf celui qui veut postuler. Mon souhait est qu'il puisse être là, mais l'entraîneur qui va être choisi par nous tous, si cet entraîneur estime qu'il n'a pas besoin d'eux, ça va au-delà du président de la fédération. Mais pour le moment, moi je pense qu'ils ont joué un grand rôle lors de ces 2 matchs-là. Il serait tout à fait souhaitable qu'ils puissent être là si ça rentre dans le schéma naturellement de l'entraîneur. La VAR, aujourd'hui, est une innovation dans le football que nous-mêmes, nous ne maîtrisons rien là-dedans. Le cas du Mali, c'est la FIFA qui a envoyé une équipe de techniciens avec le matériel qu'il faut. Et nos camarades qui sont là, qui ont un peu participé à la Coupe d'Afrique au Cameroun, ont pu assister à la mise en place de la VAR chez nous, et de même en Tunisie. Et très honnêtement, nous n'avons pas pu voir de notre position, parce que quand nous sommes dans la loge, nous n'avons pas d'écran retour pour savoir si la VAR est opérationnelle ou pas. Ce n'est qu'après le match, on nous informe ou certains peuvent nous appeler par téléphone pour dire que Canal vient de sortir l'image, il y a ça et ça. Donc, à Bamako et en Tunisie, personnellement, je n'ai pas été saisi de cet élément en disant que
la VAR ne fonctionnait pas. Mais au match retour, avant le match, nous avons demandé aux joueurs que chaque fois qu'il y a un cas litigieux, ils prennent le ballon, ils exigent que l'arbitre aille consulter la VAR. Et à la suite de ça, maintenant, l'arbitre pourrait faire sa religion. Si vous avez bien suivi, lorsque le Mali a marqué le but, la première réflexion de l'arbitre, il a indiqué immédiatement, il a validé le but. Après quelques secondes, il a annulé le but et Amari et autres sont venus autour de lui. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai vu. Je ne sais pas si c'était ça la réalité ou si c'était fait semblant d'écouter quelque chose avec les techniciens de la VAR. Parce qu'il a touché à l'oreillette en faisant signe à Amari, comme quoi il était en train de suivre un peu la VAR. Mais ça, ce n'est pas important. Ce qui était, à mon avis, très exigeant, c'est la recommandation qu'on avait faite après ce qui s'est passé à Bamako, d'exiger que l'arbitre lui-même fasse le déplacement pour aller consulter la VAR et qu'on sache que la VAR est opérationnelle ou pas. C'est à cet instant qu'eux, ils devaient faire ça. À noter que cette conférence de presse de la FEMAFOOT a été une occasion pour les journalistes, à travers des questions-réponses, de s'imprégner sur d'autres grands sujets concernant le football malien, notamment la désignation du nouveau sélectionneur national, des primes de match tant réclamées par les joueurs et bien d'autres sujets ont été développés au cours de cette conférence de presse. Ainsi prend fin ce journal d'information que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Bonne suite des programmes avec Pinal TV.